La prochaine collaboration, le prochain exemple vient du laboratoire TIMA et Dolphin Intégration, Laurence Pierre de TIMA et Gilles Duperron, je prononce correctement, de Dolphin, avec instrumentation semi-formelle de circuits et systèmes. Bonjour. Donc moi je suis professeur à l'université Joseph Fourier et responsable d'une des 6 équipes du laboratoire TIMA qui s'oriente sur la vérification, on va en parler un petit peu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le laboratoire TIMA est relativement petit, hein. Nous sommes donc 6 équipes et nous sommes situés au centre-ville dans les locaux de l'INP. On n'avait pas prévu de dire 2 mots sur les activités de Dolphin, parce que je pensais que c'était très connu. Étant donné que les autres ont jugé bon de se présenter, peut-être qu'il faut que tu dises 2 mots tout de suite sur la société et les activités. Donc moi je suis Gilles Duperron, je suis responsable d'une équipe de développement de logiciels de CAO, plus particulièrement dans le domaine de la microélectronique. Et le domaine plus global de Dolphin, c'est essentiellement de la conception en microélectronique, de ce qu'on appelle des composants virtuels, donc des mémoires, des cellules standards, des codecs audio, des systèmes qui sont souvent à très haute résolution. On vend à nos clients qui les intègrent dans leurs circuits, ou alors qu'on utilise pour des circuits qu'on vend nous-mêmes. Donc, par exemple, on a un circuit qui est dans l'Airbus A380. Voilà. Oui, et j'ai oublié de préciser que ce que signifiait l'acronyme de TIMA, c'est Technique de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés. Donc, dans notre petit laboratoire, il y a une double compétence microélectronique et informaticien proche des microélectroniciens, ce que je suis. Je ne suis pas microélectronicien. Alors, comment notre collaboration a démarré? En fait, ça remonte à 2008 à peu près. Et nous, c'est un petit peu différent du cas de Joël. En fait, on souhaitait essayer de faire un transfert technologique, ou du moins de voir s'il était possible de collaborer ensemble. Et ça a été évoqué, hein, le nerf de la guerre, évidemment, c'est les financements. Donc pour pouvoir avoir une collaboration sereine, il était bon d'avoir un cadre à la fois formel et financeur. Hein. Donc on a monté un projet ANR spécialement pour ça. Avec donc dans le projet, TIMA coordonnait le projet, Dolphin était avec nous, et nous avions Thales Communications and Security à Colombes, qui jouait le rôle d'utilisateur final et de fournisseur de cas d'études. Donc le nom du projet est indiqué ici, d'où le titre de notre exposé. C'était dans le cadre de l'ANR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ANR, c'est la possibilité de faire des projets collaboratifs français, hein, où il peut y avoir des académiques et des industriels. Et puis il y a des programmes qui durent quelques années et puis ça change. Et à l'époque, il y avait un programme ANR qui s'appelait Architecture du futur. Et donc notre projet a duré de 2008 à 2011. Et en gros, le thème, on va simplifier énormément, hein, mais le thème, disons, un peu de notre équipe et de ce projet, ça tourne autour des méthodes et outils pour valider des circuits et des systèmes sur puce, donc des circuits de taille moyenne et puis plus compliqués, carrément passer à l'échelle du système sur puce, développer des méthodes qui soient efficaces et qui passent à l'échelle. Et donc ce qu'on va vous expliquer, c'est qu'en fait, on a commencé dans le cadre de ce projet, et puis heureusement, tout s'est très bien passé, donc on continue. Et on va vous expliquer, je vais vous dire un petit peu le thème de l'activité et puis ma vision des choses d'académique de cette collaboration. Et Gilles va vous expliquer un petit peu plus précisément l'intégration, puisqu'on est en train de parler d'éditeurs de logiciels, donc il va vous expliquer un peu en termes d'éditeurs de logiciels l'implication que ça a eu pour lui et des aspects liés à la propriété intellectuelle, effectivement. Donc l'idée, très brièvement, c'est d'apporter des solutions pour aider à la validation, au debug d'un circuit, on va dire, hein, ou d'un système qui est quelque part, par exemple dans une voiture. On va avoir une modélisation de ce circuit, on va exprimer formellement le comportement attendu. Ça se fait par l'intermédiaire d'un langage qui est un langage standardisé I3E.
On va importer ces deux choses-là, on va voir quelque chose qui va nous permettre, à partir de cette spécification formalisée dans un langage, de générer ce qu'on va appeler un composant de vérification ou un moniteur, qui lui va être dans un autre langage, généré dans un autre langage, standard I3E aussi, qui va nous servir à instrumenter le circuit. Et une fois qu'on a ce nouveau circuit instrumenté, on peut soit chercher à repérer les bugs en simulation, soit aller carrément, puisque tout ça est synthétisable, aller en prototypage matériel, pour ceux qui connaissent par exemple sur FPGA. Alors où est TIMA là-dedans et où est le transfert de technologie? Nous avions une technologie qu'on a baptisée Horus, qui en gros permet d'assurer ce passage des specs aux composants de vérification, instrumentation du circuit. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait par la collaboration? Eh bien, ça, c'est devenu maintenant la possibilité de synthétiser des circuits à partir de spécifications est passée dans des outils Acergen et SLED de Dolphin. Donc, Gilles va vous expliquer ça un petit peu mieux. Et puis, dans les outils Smash et ICD de Dolphin, ceci a été intégré dans la simulation. Hop. Alors, comment s'est passée la collaboration? Qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre, pendant l'époque du projet, à l'époque où le projet ANR était en cours, on a donc fait une transmission de la technologie en question. Donc là, c'est vraiment les aspects logiciels qu'on a transmis, mais aussi et surtout, et ça s'est très bien passé, et ça a été très agréable, on a fait beaucoup d'échanges de documents et de réunions pour transférer aussi notre savoir-faire. Et là, en fait, on n'a pas eu de mal, je trouve, à s'entendre et à parler, parce que effectivement, on ne parlait pas toujours forcément exactement le même langage, mais on a quand même assez vite réussi à se comprendre et à faire ce transfert. Bon, ce qui était bien pendant le cadre du projet, c'est qu'on a pu aussi, ça c'était quand même un bon point, d'avoir un gros industriel avec nous qui apportait des cas d'études réalistes, donc ça a été intéressant de valider les choses sur des cas d'études de Thales, et d'avoir évidemment leur retour, d'échanger avec eux et d'avoir leur retour. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis la fin du projet? Ben, on est resté en contact, on continue à faire évoluer les choses ensemble, à pas vraiment transférer de la technologie, mais du savoir-faire, à avoir de l'échange de savoir-faire, à travailler donc en commun. Et Dolphin Intégration a mis en place d'autres cas d'études que ceux qui avaient été proposés par Thales. On a pu faire des expérimentations, des réflexions ensemble, etc. Alors quel est, mon point de vue, l'apport de cette collaboration pour TIMA? Ben, le premier, évidemment, c'est qu'on a fait un transfert d'une techno qu'on avait développée nous et qui se trouve maintenant dans les outils d'un industriel reconnu de l'EDA. Les échanges, ça nous a apporté beaucoup parce qu'il y a une complémentarité des connaissances. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, nous on est un peu les académiques avec notre langage un peu bizarre, les industriels ils sont plus terre à terre et ça apporte beaucoup. On a eu, alors en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ça c'est Gilles qui va développer. Alors évidemment dans le cadre du projet ANR, il y avait l'accord de collaboration, le truc classique, on récupère des documents un peu type qui disent en fait pas grand chose. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la collaboration elle était beaucoup plus sur le transfert entre nous et évidemment celui qui a le plus pinaillé sur chaque virgule de l'accord de collaboration, c'était Thales, qui en fait lui était le fournisseur de cas d'études, donc c'est un grand classique. Hein. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à côté de ça en place des accords de licence dont Gilles va vous parler, mais comme vous l'avez évoqué le premier exposé, on a développé rapidement une relation de confiance et on s'échange des informations régulièrement sans se soucier vraiment des aspects accords. Dans le cadre du projet, avoir, donc, comme je vous le disais, quand même le gros industriel avec nous, je trouve que ça nous a apporté des choses. Et puis la réflexion continue, le travail en commun continue, on est en train de monter quelque chose pour faire la suite de ça, enfin, et même enrichir ça vers d'autres partenaires.
Alors ça, c'est pour toi. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je présente juste rapidement l'intégration qu'on a fait, aussi pour montrer qu'à partir d'une technologie, on a touché à 3 logiciels différents, donc c'est intéressant de regarder ça. Et donc le support des assertions dans nos 3 solutions logicielles, donc d'abord un éditeur de schéma. Cette partie-là est plutôt centrée sur l'aspect synthèse, donc partir d'une expression formelle des exigences du système et puis générer des moniteurs matériels qui vont permettre de vérifier ce système. Donc bon, ça s'intègre, c'est un éditeur de schéma assez classique. La différence, c'est qu'on va à un moment donné exprimer les exigences et puis générer un symbole, en gros une structure qui va pouvoir être intégrée par le concepteur dans son circuit avec des ports d'entrée, de contrôle et de sortie qui vont permettre éventuellement de chaîner ces différents moniteurs pour construire des moniteurs plus complexes. Et puis, une utilisation un peu plus classique, qui était celle d'ailleurs qui nous avait intéressé au départ quand on est venu dans le projet, où on est en concurrence dans le domaine de la simulation avec les grands fournisseurs, qui est l'utilisation de ce langage standardisé pour faire des vérifications sur la simulation. Donc des évaluations d'assertion en cours de simulation, la possibilité de faire du debug, la génération de traces, et puis le fait de pouvoir travailler sur des résultats de simulation pour vérifier des exigences sans forcément avoir à refaire les simulations, donc sur un outil de visualisation. Voilà, donc globalement, un environnement qui ressemble à plein d'autres environnements de simulation, où des exigences sont intégrées, des séquences donnent les résultats d'évaluation de ces exigences, et puis l'éditeur de courbes, le visualisateur de courbes permet de voir, et d'ailleurs de manière un peu plus précise, où les exigences sont respectées, et puis où par exemple elles sont non respectées. Alors sur les aspects contractuels, donc ça c'était en parallèle de la négociation sur la propriété intellectuelle. L'accord de licence, en gros notre interlocuteur unique ça a été Floralis, donc c'est une des quelques sociétés de valorisation de l'INPG. De l'UJF. De l'UJF, pardon. Ben, ça a été compliqué au départ. Hein. Alors pour vexer personne, je dirais quand même que le contractant du projet c'était INP et celui qui a pris en charge la valo c'était Floralis, comme ça tout le monde... Bon, ça a été un moment important puisque bon, il s'agissait de définir une valorisation par rapport à ce transfert qui prenait en compte les apports du laboratoire en savoir-faire en technologie, des chercheurs et des thésards qui avaient travaillé sur ce sujet pendant un certain nombre d'années, nos apports à nous en industrialisation, en marketing, en commercialisation, un modèle spécifique de vente lié au domaine de l'EDA qui est différent d'autres domaines, les développements qu'on a fait nous pour adapter, pour intégrer, pour industrialiser, et puis évidemment l'aspect risque aussi qu'on prenait en intégrant la technologie, en l'industrialisant. Voilà, tout ça, je pense que moi c'est un moment dont je me souviens bien, c'était pas facile parce que là, à ce moment-là, on ne parlait pas le même langage. Ah ben ça c'est sûr. Voilà. Et donc aboutissant à définir des modalités de valorisation, donc sous forme, nous ce qu'on a conclu c'est sous forme de redevance, avec un taux de redevance, des durées, un amortissement, une revalorisation possible en fonction des apports des uns et des autres. Donc au niveau des bénéfices, alors le premier aspect, je crois que ce qui nous a apporté énormément, c'est que la technologie, elle est d'abord basée sur des théories formalisées et elle est prouvée. Ça, en tant que PME, c'est pas quelque chose qu'on regarderait. Le fait de faire la preuve formelle, de s'assurer que le développement est correct par construction, c'est pas quelque chose qu'on va naturellement faire. Alors que la technologie était prouvée et on avait les démonstrations que c'était correct par construction, ce qui était généré en sortie de la technologie.
Et puis le deuxième aspect, c'est que ben voilà, il y avait une technologie, donc on partait d'un savoir-faire, on pouvait aller plus vite pour fournir quelque chose intégré dans nos solutions. L'autre aspect, c'est la disponibilité de fonctions en avance de phase par rapport à des besoins utilisateurs. Alors, les concepteurs matériels, ils sont aujourd'hui, enfin c'est un milieu qui est malgré tout très conservateur. Alors, on innove en faisant des choses assez incroyables, mais sur les méthodes de travail, c'est très difficile de faire bouger. Et par exemple, ce qui est formalisation de spécifications, c'est quelque chose qui a du mal à passer aujourd'hui. Donc, je dis que nos produits offrent des capacités de déverminage, de débugage assez avancées, mais par contre, on a encore un effort de marketing à faire pour arriver à convaincre de l'avantage, du bénéfice de faire un effort supplémentaire pour gagner derrière. Et au niveau de la collaboration, donc du point de vue de l'industriel, ça a été très stimulant. Parce que voilà, il y avait un savoir-faire, nous on avait un besoin, il avait été adressé d'une certaine manière, ça nous a donné des idées sur comment intégrer dans nos logiciels, sur comment faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire au départ. Le fait de partir de technologies existantes, de partir de prototypes ou de bibliothèques, parce que c'est un peu le cas dans les deux. Il y a eu un prototype qu'on a partiellement ou totalement redéveloppé, par contre il y a eu des bibliothèques qu'on a réutilisées telles quelles, et d'industrialiser. Il y a l'aspect de pouvoir promouvoir des logiciels qui exploitent des technologies issues d'un laboratoire connu. Donc il y a des publications, il y a un nom, les gens connaissent. Donc d'avoir des solutions qui sont uniques sur le marché, qui nous permettent de nous différencier. Et puis, bon, bien sûr, Laurence en a parlé, le fait de créer un partenariat dans la durée, avec, on espère, des projets à venir. Ce qui, en fait, ça a été le début, parce qu'avant ce projet, on n'interagissait pas du tout. C'est quel type de projet que vous envisagez? Le projet ANR encore? FUI. Bon, merci à vous. Et merci d'avoir bien respecté le temps, parce que ça laissait 4 minutes de plus pour les questions, ou bien pour la discussion autour d'un verre. Donc, question, oui. Le transfert de technologie qui s'est effectué entre un labo et une entreprise, quels sont les écueils à éviter pour ceux qui seront à faire, et quels sont les principaux enseignements du côté technique, juridique et financier? Les écueils à éviter pour l'académique ou pour l'industriel? Oui. Je pense qu'il faut, je pense que ce qui a aidé, enfin je ne sais pas, là Gilles pourra peut-être confirmer ou pas, je pense que ce qui a quand même bien favorisé, c'est qu'on avait effectivement un proto qui tournait. Donc c'était pas juste des résultats sur papier, avec la possibilité peut-être de le faire tourner, il y avait quand même un proto. Alors effectivement, c'était un proto académique, hein. Donc on sait très bien ce que c'est et tous les défauts que ça peut avoir, donc une grande partie a été recodée bien sûr. Avec nous, si je puis dire, c'est eux qui l'ont fait bien entendu, mais comme je disais, il y a eu quand même beaucoup d'échanges pour qu'on donne un peu des petites aides, des petits trucs pour programmer. Mais je pense que si on était allé vous voir en disant, voilà, on a 3 idées sur un papier, mais on n'a jamais rien implémenté, il n'y a jamais rien qui tourne, peut-être que ça aurait été... Le contexte aurait été différent. Je ne sais pas si vous auriez accueilli avec autant de bienveillance. On reste dans le domaine de projet, on n'est pas dans un domaine industriel après. La coopération reste toujours dans les projets qu'on monte, quoi. Alors, les projets qu'on monte, la raison pour laquelle on continue à monter des projets, bien sûr, il ne faut pas se cacher, elle est financière. Donc nous, académiques, évidemment, on a besoin de soutien financier pour avoir, on le sait bien, la possibilité de financer des thésards et les gens pour faire évoluer les choses. Et puis, surtout au niveau d'une PME, je pense que là, c'est vital, quoi. On a besoin de financement, surtout quand on prend un risque. Bon, il y a une partie de la technologie aujourd'hui qui n'a pas encore trouvé réellement son public, donc il y a un risque. Non, j'allais répondre autrement aussi sur l'aspect négociation. Ce qui a été, je pense, déterminant, c'est que Floralis, c'était l'interlocuteur juridique, mais il a fallu une compréhension entre les équipes
Tima et Dolphin d'abord. C'était ça qui était important pour qu'on se comprenne. Je vais mettre mon pied dans le plat, et en présence de représentants de Grenoble BNP, mais je crois que Floralis avec quelqu'un. Pourquoi c'était Floralis? Alors là, je dois dire, en ce qui me concerne personnellement, je ne parle pas au nom de Tima, ni de Dolphin, ni quoi que Oui, ce oui, soit, à l'époque, il y avait Vincent Billot, c'est lui qui a tout fait, quoi. C'était quelqu'un de formidable. Je peux imaginer deux qui, raisons. Le premier, c'est les qui contacts. a mené ça de main de maître. Ouais. Et le premier, les contacts et les habitudes de travailler ensemble, qui est basé, qui est très important. Et le deuxième est que les deux sociétés n'ont pas exactement les mêmes fonctionnements. Ils ont chacun leur rôle. Donc, je passe le main. Moi, je voulais juste dire, souvent, les structures de valorisation qui représentent beaucoup de laboratoires de recherche qui sont des UMR, il y a des habitudes, même pas au niveau des équipes, au niveau des individus, où il y a des confiances établies, des process de travail historiques, et ça passe par Floralis, ça passe par ça ne crée pas un scandale en soi, c'est des habitudes et c'est très bien comme ça. Entièrement d'accord. Alors, en l'occurrence, c'était pas quelque chose d'établi, puisque moi j'étais relativement nouvelle là, et puis Vincent était relativement nouveau aussi, je crois. Mais je pense qu'il s'est beaucoup impliqué, et je pense que c'était un bon point qu'il soit lui-même docteur, et qu'il soit lui-même capable de comprendre les chercheurs. Et je pense, il me semble que c'était quelque chose d'important. Une dernière question? Je peux demander une question technique? Oui. Si c'est pas trop compliqué. Et au fait, j'ai coupé la parole de la question, mais on avait la question là aussi. Mais allez-y, si c'est trop technique, on peut le faire On après. fera offline. Non, c'est pas trop. Déjà, est-ce que le PSL c'est important parce que ça change les standards, etc. Est-ce que vous êtes lié aux standards comme tous les grands producteurs de logiciels? Et quelle est la motivation de faire des moniteurs sur le circuit, pas sur le simulateur? Alors non, on n'est pas lié. Aujourd'hui, on a très peu de contact avec les organismes de standardisation. On n'a pas la taille qu'il faut pour ça. Donc on utilise le langage tel qu'il est. Oui, mais il est quand même important de dire qu'on supporte des technologies standardisées. Ah oui, 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 mais je veux dire, Si on prend un truc C'est un langage qu'il y a standard. 3 personnes au monde qui connaissent, je Ouais, pense oui. pas que ça se rende bien. Et comme j'ai contourné les questions Je sur... peux demander Ah. offline. Ok, oui, voilà. Après, vous pouvez parler offline de... Vous avez eu une autre question? Parce que je vous avais posé la question, mais vous avez la main. Non? C'est bon? Ok. Bon, ben, on est jusqu'ici, tout va bien. On est très bien dans le temps. Donc, on a un... Oui, merci.